Marmottez-vous là, petite impertinente. Vous prétendez choquer ce que j'ai résolu? Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu. Et par cette raison, votre jeune cervelle voudrait régler ici la raison paternelle. Qui de nous deux à l'autre a droit de faire louer? À votre avis, qui mieux ou de vous ou de moi, ô sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par la corble, gardez des chauffeurs trop habiles. Vous pourriez éprouver avant un peu de longueur si mon bras s'est encore montré quelque vigueur. Votre plus court sera, Madame la Mutine, d'accepter sans façon l'époux qu'on vous destine. J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est, et dois auparavant consulter, s'il vous plaît. Informé du grand bien qui lui tombe en partage, dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux ayant 20 000 bons ducats, pour être aimé de vous, doit-il manquer de la passe? Allez, tel qu'il puisse être, avec cette somme, je vous suis qu'ausillon qu'il est très honnête homme. Hélas! Eh bien, hélas, que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici. Mais que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter, hélas, de belle sorte. Voilà le fruit de ces empressements qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romances. De quolibets d'amour votre tête est remplie, et vous parlez de Dieu bien moins que de Clélie. Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits. Lisez-moi comme il faut au lieu de ces sornettes les quatrains de Pibrac et les doctes tablettes du conseiller Mathieu, ouvrage de valeur, et plein de beaux dictons à réciter par cœur. La guide des pêcheurs est encore un bon livre. C'est là qu'en peu de temps on apprend à bien vivre. Et si vous n'aviez lu que ces moralités, vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés. Quoi vous prétendez donc, mon père, que j'oublie la constante amitié que je dois à Lélie? J'aurais tort si sans vous je disposais de moi. Mais vous-même à ces vœux engageâtes ma foi. Lui fut-elle engagée encore davantage, un autre est survenu dont le bien l'en dégage. Lélie est fort bien fait, mais apprend qu'il n'est rien qui ne doive céder au soin d'avoir du bien. Que l'or donne au plus laid certains charmes populaires, et que sans lui le reste est une triste affaire. Valère, je crois bien, n'est pas de toi chéri. Mais s'il ne l'est amant, il le sera mari. Plus que l'on ne le croit, ce nom d'époux engage. Et l'amour est souvent un fruit du mariage. Mais suis-je pas bien fat de vouloir raisonner, ou de droit absolu j'ai pouvoir d'ordonner? Trêve donc, je vous prie, à vos impertinences, que je n'entende plus vos sottes doléances. Ce gendre doit venir vous visiter ce soir. Manquez un peu, manquez à le bien recevoir. Si je ne vous lui vois faire fort bon visage, je ne veux pas en dire davantage. Ouais, refusez, madame, avec cette rigueur, ce que tant d'autres gens voudraient de tout leur cœur. À des offres d'hymen, répondre par des larmes, et tarder tant à dire un oui si plein de charme. Hélas, que ne veut-on aussi me marier? Ce ne serait pas moi qui se ferait prier. Et loin qu'un pareil oui me donnant de la peine, croyez que j'en dirais bien vite une douzaine. Le précepteur qui fait répéter la leçon à votre jeune frère a fort bonne raison. Lorsque nous discourons des choses de la terre, il dit que la femelle est ainsi que le lierre, qui croit beau tant qu'à l'arbre il se tient bien serré, et ne profite point s'il en est séparé. Il n'est rien de plus vrai, ma très chère maîtresse, et je l'éprouve en moi, chétive pécheresse. Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin, mais j'avais, lui vivant, le thé des chérubins, l'embonpoint merveilleux, l'œil gai, l'âme contente. Je suis maintenant
dans le forge de l'hiver. Séchir même les draps me semblait ridicule. Et je tremble à présent dans la canicule. Enfin, il n'est rien tel, madame, croyez-moi, que d'avoir un mari la nuit auprès de soi. Ne fût-ce que pour l'air d'avoir qui vous salue, d'un Dieu vous soit en aide alors qu'on est ému. Peux-tu me conseiller de commettre un forfait, d'abandonner les lits, de prendre ce mal fait? Votre Lélie aussi n'est ma foi qu'une bête, puisque si hors de temps son voyage l'arrête. Et la grande longueur de son éloignement me le fait soupçonner de quelque changement. Ah, ne m'accable point par ce triste présage. Vois attentivement les traits de ce visage. Il jure à mon cœur d'éternelles ardeurs. Je veux croire après tout qu'ils ne sont pas menteurs. Et puisque c'est celui que l'art y représente, il conserve à mes yeux une amitié constante. Il est vrai que ces traits sont ceux d'un digne amant et que vous avez lieu de l'aimer tendrement. Cependant, il faut... Ah, soutiens-moi. Madame, d'où vous pourrez venir? Ah, mon Dieu, c'est le panne! Et vite, on a quelqu'un! Qu'est-ce donc? Me voilà! Ma maîtresse se meurt! Quoi? Ce n'est que cela? Je croyais tout perdu de crier de la sorte, mais approchons pourtant. Madame, êtes-vous morte? Aïe, elle me dit motte. Je vais faire venir quelqu'un pour l'emporter. Veuillez la soutenir. Elle est froide partout et je ne sais qu'en dire. Approchons-nous pour voir si sa bouche respire. Ma foi, je ne sais pas, mais j'y trouve encore moins quelques signes de vie. Oh, qu'est-ce que je vois? Mon mari dans ses bras? Mais je m'en vais descendre, il me trahit sans doute, et je veux le surprendre. Il faut se dépêcher de l'aller secourir. Certes, elle aurait grand tort de se laisser mourir. Aller en l'autre monde est très grande sottise, tant que dans celui-ci l'on peut être de mise. Il s'est subitement éloigné de ses lieux, et sa fuite a trompé mon désir curieux. Mais de sa trahison, je ne fais plus de doute, et le peu que j'ai vu me la découvre toute. Je ne m'étonne plus de l'étrange froideur dont je le vois répondre à ma pudique ardeur. Il réserve l'ingrat ses caresses à d'autres, et nourrit leur plaisir par le jeûne des nôtres. Voilà de nos maris le procédé commun. Ce qui leur est permis leur devient important. Dans les commencements, ce sont toutes merveilles. Ils témoignent pour nous des ardeurs non pareilles. Mais les traîtres bientôt se lassent de nos feux et portent autre part ce qu'ils doivent chez eux. Ah, que j'ai de dépit que la loi n'autorise à changer de mari comme on fait de chemise. Cela serait commode et j'en sais tel ici qui, comme moi ma foi, le voudrait bien aussi. Mais quel est ce bijou que le sort me présente? L'émail en est fort beau, la gravure est charmante. Ouvrons. On la croyait morte et ce n'était rien. Il n'en faut plus qu'autant qu'elle se porte bien. Mais j'aperçois ma femme. Au ciel, c'est miniature!
Et voilà dans bel homme une vive peinture. Que considère-t-elle avec attention? Ce portrait, mon honneur, ne nous dit rien de bon. D'un fort vilain soupçon, je me sens la mémue. Jamais rien de plus beau ne s'offrit à ma vue. Le travail, plus que l'or, se doit encore plaisir. Que cela sent bon. Quoi? Peste le baiser! Oh, gentillesse! Avouons qu'on doit être ravis quand d'un tel homme on se peut voir servi. Et que s'il en comptait avec attention, le penchant serait grand à la tentation. Ah, que n'ai-je en mari d'une aussi bonne mine? Au lieu de mon pelé, de mon russe. Ah, Matine! Nous vous y surprenons en faute contre nous et diffamant l'honneur de votre chère épouse. Donc, à votre calcul, ô ma trop digne femme, monsieur, tout bien compté ne vaut pas bien madame, et de par Belzébuth qui vous puisse emporter. Quelle plus rare partie pourriez-vous souhaiter? Peut-on trouver en moi quelque chose à redire? Cette taille, ce port que tout le monde admire, ce visage si propre à donner de l'amour, pour qui mille beautés soupirent nuit et jour. Bref, en tout et partout, ma personne charmante n'est pas un morceau dont vous soyez contente. Et pour rassasier votre appétit gourmand, il faut à son mari le ragoût d'un galant. J'entends à demi-mot où va la raillerie. Tu crois par ce moyen? À d'autres, je vous prie. La chose est avérée et je tiens dans mes mains un bon certificat du mal dont je me plains. Mon courroux n'a déjà que trop de violence. Ça le chargera encore d'une nouvelle offense. Écoute, ne crée pas retenir mon bijou et songe en peu. Je songe à te rompre le cou. Que ne puis-je aussi bien que je tiens la copie tenir l'original? Pourquoi? Pour rien, mamie. Doux objet de mes vœux, j'ai grand tort de crier, et mon front de vos dons vous doit remercier. Le voilà, beau fille, le mignon de couchette, le malheureux tison de ta flamme secrète, le drôle avec lequel... Avec lequel, poursuis? Avec lequel, te dis-je, et j'en crève, ma fille. Que me veut donc compter par là ce maître ivrogne? Tu ne m'entends que trop, madame la Caronne. Sganarelle est un nom qu'on ne me dira plus. Et l'on va m'appeler Seigneur Cornelius. J'en suis pour mon honneur. Mais à toi qui me l'ôtes, je t'en ferai du moins pour un bras ou deux côtes. Et tu m'oses tenir de semblables discours. Et tu m'oses jouer de ces diables de tours. Et quel diable de tous parle donc sans rien faire? Oh, cela ne vaut pas la peine de se plaindre. D'un panache de cerf sur le front me pourvoit. Hélas, voilà vraiment un beau Venisivois. Donc, après m'avoir fait la plus sensible offense, qui puisse d'une femme exciter la vengeance, tu prends d'un fin courroux le vain amusement pour prévenir l'effet de mon ressentiment? Dans pareil procédé, l'insolence est nouvelle. Celui qui fait l'offense, c'est celui qui querelle. La bonne effrontée, à voir ce fier maintien, ne la croirait-on pas une femme de bien? Va, poursuis ton chemin, cajole tes maîtresses, adresse-leur tes vœux et fais-leur des caresses. Mais rends-moi mon portrait sans te jouir de moi. Oui, tu crois m'échapper, je l'aurai malgré toi. Enfin, nous y voici. Mais monsieur, si je l'ose, je voudrais vous prier de me dire une chose. Eh bien, parle. Avez-vous le diable dans le corps pour ne pas succomber à de pareilles efforts? Depuis 8 jours entiers, avec vos longues traites, nous sommes à piquer des chiennes et de mazettes, de qui le très maudit nous a tant secoués, que je m'en sens pour moi tous les membres roués. Ça préjudice encore d'un accident bien pire qui m'afflige à un endroit que je ne veux pas dire. Cependant, arrivé, vous sortez bien et beau, sans prendre de repos ni manger un morceau.
Ce grand empressement n'est point digne de blâme. De l'hymen de Célie en alarme mon âme. Tu sais que je l'adore et je veux être instruite avant tout autre soin de ce funeste bruit. Oui, mais un bon repas vous serait nécessaire pour salir éclaircir monsieur de cette affaire. Et votre cœur, sans doute, en deviendrait plus fort pour pouvoir résister aux attaques du sort. J'en juge par moi-même, et la moindre disgrâce, lorsque je suis agent, me saisit, me terrasse. Mais quand j'ai bien mangé, mon âme est ferme à toute, et le plus grand revers n'en viendrait pas à bout. Croyez-moi, bourrez-vous et sans réserve aucune, contre les coups que peut vous porter la fortune. Et pour fermer chez vous l'entrée à la douleur, de 20 verres de vin, entourez votre cœur. Je ne saurais manger. S'il ferait bien que je meure, votre dîner pourtant serait prêt tout à l'heure. Tais-toi, je te l'ordonne. Oh, quel autre inhumain! J'ai de l'inquiétude et non pas de la faim. Et moi j'ai de la faim et de l'inquiétude de voir qu'un sot amour fait toute votre étude. Laisse-moi m'informer de l'objet de mes vœux. Et sans m'importuner, va manger si tu veux. Je ne réplique point à ce qu'un maître ordonne. Non, non, à trop de peur, mon âme s'abandonne. Le père m'a promis et la fille a fait voir des preuves d'un amour qui soutient mon espoir. Nous l'avons! Si je puis voir laisser la trogne du malheureux bandard qui cause ma vergogne. Il ne m'est point connu. Dieu, qu'aperçois-je ici? Et si c'est mon portrait, que dois-je croire aussi? Ah, pauvre Sganarelle, à quelle destinée ta réputation n'est-elle condamnée? Faute. Ce gars, je ne peux, sans alarmer ma foi, être sorti des mains qui le tenaient de moi. Faut-il que désormais à deux doigts on te montre, qu'on te mette en chanson et qu'en toute rencontre on te rejette au nez le scandaleux affront qu'une femme manée imprime sur ton front? Me trompais-je? Ah, truand, as-tu bien le courage de m'avoir fait cocu dans la fleur de mon âge? Les femmes d'un mari qui peut passer pour beau, faut-il qu'un marmouset t'inventite ton nom? Je ne m'abuse point, c'est mon portrait lui-même. C'est un curieux. Ma surprise est extrême. À qui donc en a-t-il? Je veux accoster. Puis-je... Eh, de grâce un mot. Que me veut-il conter? Puis-je obtenir de vous de savoir l'aventure qui fait de dans vos mains trouver cette peinture? D'où lui vient ce désir? Mais je m'avise ici. Ah! Sa surprise en étonne plus mon âme. C'est mon homme, ou plutôt c'est celui de ma femme. Retirez-moi de peine et dites d'où vous vient. Nous savons, Dieu merci, le souci qui vous tient. Ce portrait qui vous fâche et votre ressemblance, il était entre des mains de votre connaissance. Et ce n'est pas un fait qui soit secret pour nous, que les douces ardeurs de la dame et de vous. Je ne sais pas si j'ai dans sa galanterie l'honneur d'être connu de votre seigneurie, mais faites-moi celui de cesser désormais un amour qu'un mari peut trouver fort mauvais, et songez que les nœuds du sacré mariage... Ouais! Celle, dites-vous, dont vous tenez ce gage? Est ma femme, et je suis son mari. Son mari? Oui, son mari, vous dis-je, et mari très mari. Vous en savez la cause, et je m'en vais l'apprendre sur l'heure à ses parents. Ah! Que viens-je d'entendre? L'on me l'avait bien dit, et que c'était de tous l'homme le plus mal fait qu'elle avait pour épouse.
Ah, quand 1000 serments de ta bouche infidèle ne m'auraient pas promis une flamme éternelle, le seul mépris d'un chouet si bas et si honteuse devait bien soutenir l'intérêt de mes fosses. Ingrate et quelque bien. Mais le sensible outrage, se mêlant aux travaux d'un assez long voyage, me donne tout à coup un choc si violent que mon cœur devient faible et mon corps chancelant. Malgré moi, mon perfide! Hélas, quel mal vous presse! Je vous vois prêt, monsieur, à tomber en faiblesse. C'est un mal qui m'a prise assez subitement. Je crains ici pour vous l'évanouissement. Entrez dans cette salle en attendant qu'il passe. Pour un moment ou deux, j'accepte cette grâce. D'un mari sur ce point, j'approuve le souci, mais c'est prendre la chèvre un peu bien vite aussi. Et tout ce que de vous je viens d'ouïr contre elle ne conclut point, parent, qu'elle souhait criminel. C'est un point délicat, et de pareils forfaits, sans les bien avérer, ne s'imputent jamais. C'est-à-dire qu'il faut toucher redouer la chose. Le trop de promptitude à l'erreur nous expose. Qui sait comment ses mains ce portrait est venu, et si l'homme, après tout, lui peut être connu? Informez-vous-en donc, et si c'est ce qu'on pense, nous serons les premiers à punir son offense. On ne peut pas mieux dire. En effet, il est bon d'aller tout doucement. Peut-être sans raison me suis-je en tête mis ces visions cornues, et les sueurs au front m'en sont trop tôt venues. Par ce portrait, enfin, dont je suis alarmé, mon déshonneur n'est pas tout à fait confirmé. Tâchons donc par nos souhaits. Ah, que vois-je, je meurs! Il n'est plus question de portrait à cette heure. Voici ma foi la chose en propos original. C'est par trop boiter, monsieur. Et votre mal, si vous sortez si tôt, pourrait bien vous reprendre. Non, non. Je vous rends grâce autant qu'on puisse rendre de l'obligeant secours que vous m'avez prêté. La masse encore après lui fait civilité. Il m'aperçoit. Voyons ce qu'il me pourra dire. Ah! Mon âme s'émeute et cet objet m'inspire. Mais je dois condamner cet injuste transport et n'imputer mes mots qu'au rigueur de mon sort. Envions seulement le bonheur de sa flamme. Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme. Ce n'est point s'expliquer en termes ambigus. Cet étrange propos me rend aussi confus que s'il m'était venu des cornes à la tête. Allez, ce procédé n'est point du tout honnête. Ouais, Lily apparut tout à l'heure à mes yeux. Qui pourrait me cacher son retour en ces lieux? Oh, trop heureux d'avoir une si belle femme. Malheureux, bien plutôt, de l'avouer cette infâme, dont le coupable feu trop bien vérifié, sans respect ni demi nous a coquefillé. Mais je le laisse aller après un tel indice et demeure les bras croisés comme un jocrisse. Ah! Je devais du moins lui jeter son chapeau, lui ruer quelques pierres pour grotter son manteau, et sur lui, hautement pour contenter ma rage, faire honneur au bonheur, crier le voisinage. Celui qui maintenant de vers vous est venu et qui vous a parlé, d'où vous est-il connu? Hélas, ce n'est pas moi qui le connais, madame. C'est ma femme. Quel trouble agitait ici votre âme? Ne me condamnez point d'un deuil hors de saison, et laissez-moi pousser des soupirs à foison. D'où vous peuvent venir ces douleurs non communes? Si je suis affligé
m'affliger, ce n'est pas pour des prunes. Et je le donnerais à bien d'autres qu'à moi, de se voir sans chagrin au point où je me vois. Des maris malheureux, vous voyez le modèle, on dérobe l'honneur aux pauvres scanarelles. Mais c'est peu que l'honneur dans mon affliction. L'on me dérobe encore la réputation. Comment? Ce damoiseau, parlant par révérence, me fait cocu, madame, avec toute licence. Et j'ai su par mes yeux avérer aujourd'hui le commerce secret de ma femme et de lui. Celui qui maintenant? Oui, oui, me déshonore. Il adore ma femme et ma femme l'adore. Oh, j'avais bien jugé que ce secret retour ne pouvait me couvrir que quelques lâches tours. Et j'ai tremblé d'abord en le voyant paraître, par un pressentiment de ce que pouvait être. Vous prenez ma défense avec trop de bonté. Tout le monde n'a pas la même charité, et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyre, bien loin d'y prendre part, n'en ont rien fait que rire. Est-il rien de plus noir que ta lâche action? Mais peut-on lui trouver une punition? Doit-il ne pas te croire indigne de la vie, après t'être souillé de cette perfidie? Oh, si elle était possible! Il est trop vrai pour moi. Très trop scélérate, à me double sans fouet! La bonne âme! Non, non, l'enfer n'a point de gêne, qu'il soit pour ton cœur une trop douce peine. Que voilà bien parler. Avouer ainsi traité, et la même innocence et la même bonté. Ah! Un cœur qui jamais n'a fait la moindre chose a mérité l'affront où ton mépris l'expose. C'est vrai. Qui est bien loin. Mais c'est trop, et ce cœur ne saurait-il songer sans mourir de douleur? Ne vous fâchez point tant, ma très chère madame. Mon mal vous touche trop et vous me percez l'âme. Mais ne t'abuse point jusqu'à te figurer qu'à des plaintes sans fruit j'en veuille demeurer. Mon cœur pour se venger sait ce qu'il te faut faire. Et j'y cours de ce passe. Rien ne m'en peut distraire. Que le ciel la préserve à jamais de danger. Voyez quelle bonté de vouloir me venger. En effet, son courroux qu'excite ma disgrâce m'enseigne hautement ce qu'il faut que je fasse. Et l'on ne doit jamais souffrir, sentir mot de semblables affronts, à moins qu'être un vrai sotte. Courons donc le chercher, ce pandar qui m'affronte. Montrons notre courage à venger notre honte. Vous apprendrez ma roufle à rire à nos dépenses, et sans aucun respect, faire coculégence. Doucement, s'il vous plaît. Cet homme a bien la mine d'avoir le sang bouillant et l'âme un peu mutine. Il pourrait bien, mettant affront dessus affront, charger de beau et mon dos comme il a fait mon front. Je hais de tout mon cœur les esprits colériques et porte grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis point battant de peur d'être battu, et l'humeur débonnaire est ma grande vertu. Mais mon honneur me dit que d'une telle offense, il faut absolument que je prenne vengeance. Ma foi, laissons-le dire autant qu'il y plaira. Au diantre qui pourtant rien du tout en fera. Car j'aurais fait le brave et qu'un fer pour ma peine m'aura d'un vilain coup transpercé la bedaine, que par la ville ira le bruit de mon trépasse. Dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus grâce? La pierre est un séjour par trop mélancolique et trop malsain pour ceux qui craignent la colique. Et quant à moi, je trouve, ayant tout compassé, qu'il faut mieux être encore cocu que trépassé. Quel mal cela fait-il? La jambe en devient-elle plus tortue après tout et la taille moins belle? Peste soit qui première trouve un invention de s'affliger l'esprit de cette vision et d'attacher l'honneur de l'homme le plus sage aux choses que peut faire une femme volage. Puisqu'on tient à bon droit tout crime personnel,
Que fait là notre honneur pour être criminel? Des actions d'autrui, l'on nous donne le blâme. Si nos femmes sans nous ont un commerce infâme, il faut que tout le mal retombe sur notre dos. Elles font la sottise et nous sommes les sots. C'est un vilain abus et les gens de police nous devraient bien régler une telle injustice. N'avons-nous pas assez des autres accidents qui nous viennent taper en dépit de nos danses? Les querelles, procès, faim, soif et maladie troublent-ils pas assez le repos de la vie, sans salir de surcroît et aviser sottement de se faire un chagrin qui n'a nul fondement? Moquons-nous de cela, méprisons les alarmes, mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes. Si ma femme a failli, qu'elle pleure bien fort. Mais pourquoi moi pleurer, puisque je n'ai point de tort? En tout cas, ce qui peut m'ôter ma fâcherie, c'est que je ne suis pas seul de ma confrérie. Voir cajoler sa femme et n'en témoigner rien se pratique aujourd'hui par force, gens de bien. N'allons donc point chercher à faire une querelle pour un affront qui n'est que pure bagatelle. L'on m'appellera sot de ne me venger pas, mais je le serai fort de courir aux trépasses. Je me sens là pourtant remuer une bile qui veut me conseiller quelque action virile. Oui, le courroux me prend, c'est trop être patron. Je veux résolument me venger du larron. Déjà pour commencer dans l'ardeur qui m'enflamme, je vais dire partout qu'il couche avec ma femme. Oui, je veux bien subir une si juste loi, mon père. Disposez de mes vœux et de moi. Faites quand vous voudrez signer cette hyménée. À suivre mon devoir, je suis déterminée. Je prétends gourmander mes propres sentiments et me soumettre en tout à vos commandements. Ah, voilà qui me plaît de parler de la sorte. Parbleu, si grande joie à l'heure me transporte que mes jambes sur l'heure en cabrioleraient. Si nous n'étions point vus de gens qui s'en riraient. Approche-toi de moi et viens ça que je t'embrasse. Une bonne action n'a pas mauvaise grâce. Un père, quand il veut, peut sa fille baiser sans que l'on ait sujet de s'en scandaliser. Va. Le contentement de te voir si bien né me fera rajeunir de 10 fois une année. Ce changement m'étonne. Et lorsque tu sauras pour quel motif j'agis, tu m'en estimeras. Il se pourrait bien être. Apprends donc que Lélie a pu blesser mon cœur par une perfidie. Qu'il était en ces lieux sans... Mais il vient à nous. Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux vous reprocher au moins en cette place. Ouais, de parler encore avec-vous cette audace. Il est vrai qu'elle est grande et votre choix est telle qu'à vous rien reprocher, je serais criminel. Vivez, vivez contente et bravez ma mémoire avec le digne époux qui vous comble de gloire. Oui, traître, j'y veux vivre, et mon plus grand désir, ce serait que ton cœur en eût des plaisirs. Qui rend donc contre moi ce courroux légitime? Ouais, tu fais le surprise et demandes ton crime. Guerre! Guerre! Mortel! À ce larron d'honneur qui sans miséricorde souillait notre honneur. Tourne les yeux sans me faire répondre. Ah, je vois. Cet objet suffit pour te confondre. Mais pour vous obliger bien plutôt à rougir. Ma colère à présent est en état d'agir. Dessus ces grands chevaux est monté mon courage. Et si je le rencontre, on va voir du carnage. Oui, j'ai juré sa mort. Rien ne peut m'empêcher. Où je le trouverai, je le veux dépêcher. Au beau milieu du cœur, il faut que je lui donne... À qui donc en veut-on? Je n'en veux à personne. Pourquoi ces armes-là? C'est un habillement que j'ai pris
pour la pluie. Ah, quel contentement j'aurais à le tuer. Prenons le courage. Aïe! Je ne parle pas. Ah, poltron dans son nuage, lâche, requin de poule. Il t'en doit dire assez. Cet objet dont tes yeux nous paraissent blessés. Oui, je connais par là que vous êtes coupable de l'infidélité la plus inexcusable qui jamais d'un amant puisse outrager la fouet. Que n'ai-je un peu de cœur? Ah, cesse devant moi, traître de ce discours l'insolence cruelle. Sganarelle, tu vois qu'elle prend ta querelle. Courage, mon enfant, sois un peu vigoureuse. Là, Hardy, tâche à faire un effort généreux en le tuant tandis qu'il tourne le derrière. Puisqu'un pareil discours émeut votre colère, je dois de votre cœur me montrer satisfaite et l'applaudir ici du beau chouet qu'il a fait. Oui, oui, mon chouette est tel qu'on n'y peut rien reprendre. Allez, vous faites bien de le vouloir défendre. Sans doute, elle fait bien de défendre mes droits. Cette action, monsieur, n'est point selon les lois. J'ai raison de m'en plaindre, et si je n'étais sage, on verrait arriver un étrange carnage. D'où vous naît cette plainte et quel chagrin brutal. Suffit! Vous savez bien où le baffe me fait mal. Mais votre conscience et le soin de votre âme, vous devrez mettre aux yeux que ma femme est ma femme, et vouloir à ma barbe en faire votre bien, que ce n'est pas du tout agir en bon chrétien. Semblable soupçon est bas et ridicule. Allez, dessus ce point, n'ayez aucun scrupule. Je sais qu'elle est à vous, et bien loin de brûler. Ah, qu'ici, tu sais bien, traître dissimulé. Quoi? Me soupçonnez-vous d'avoir une pensée dont son âme est liée de se croire offensée? De cette lâcheté, voulez-vous me noircir? Parle à lui-même, il pourra t'éclaircir. Vous me défendez mieux que je le saurais. Et du billet qu'il faut, vous prenez cette affaire. Je ne suis point, madame, trop en courrouce de vouloir contre vous faire éclater mon cœur. Mais je ne suis point dupe et vois ce qui se passe. Il est de certains feux de fort mauvaise grâce, et votre âme devrait prendre un meilleur emploi que de séduire un cœur qui doit n'être qu'à moi. La déclaration est assez ingénieuse. L'on ne demandait pas qu'Arogne ta venue. Tu la viens quereller lorsqu'elle me défend, et tu trembles de peur qu'on t'ôte ton galant. Allez, ne croyez pas que l'on en ait envie. Tu vois si c'est mensonge, et j'en suis fort ravie. Que me veut-on conter? Ma foi, je ne sais pas quand on verra finir ce galimatias. Déjà depuis longtemps, je tâche à le comprendre. Et si plus je l'écoute, et moins je puis l'entendre. Je vois bien la fin que je m'en dois mêler. Répondez-moi par ordre et me laissez parler. Vous, qu'est-ce qu'à son cœur peut reprocher le vôtre? Que l'infidèle a pu me quitter pour un autre, et que quand sur le bruit de son hymen fatal, j'accours, tout transporté d'un amour sans égal, dont l'ardeur résistait à se croire oubliée, mon abord en ces lieux la trouve mariée. Mariée? À qui donc? À lui? Comment à lui? Oui, dame. Qui vous l'a dit? C'est lui-même aujourd'hui. Est-il vrai? Moi, je dis que c'était à ma femme que j'étais marié. Dans un grand trouble d'âme, tantôt de mon portrait, je vous ai vu saisi. Il est vrai, le voilà. Vous m'avez dit aussi que celle aux mains de qui vous aviez pris ce gage était liée à vous des nœuds du mariage. Sans doute, et je l'avais de ses mains arrachées, et n'eusse pas sans lui découvert son péché. Que me viens-tu conter par ta plainte importune? Je l'avais sous mes pieds rencontré par fortune, et même quand après ton injuste courrouce, j'ai fait dans sa faiblesse entrer mon sieur chez nous. Je n'ai pas reconnu les traits de sa peinture. C'est moi qui du portrait t'ai causé l'aventure, et je l'ai laissé chouer dans cette pamoison qui m'a fait par vos soins remettre à la maison. Vous
croyez que sans moi, vous y étiez encore. Et vous aviez besoin de mon peu d'éléphant. Prendrons-nous tout ceci pour de l'argent comptant? Mon front, là, sur mon âme, bien chaude pourtant. Ma crainte, toutefois, n'est pas trop dissipée. Et d'où que soit le mal, je crains d'être trompée. Et mutuellement, voyons-nous gens de bien. Je risque plus du mien que tu ne fais du tien. Accepte sans façon le marché qu'on propose. Souhaite, mais garde le bois si j'apprends quelque chose. Oh ciel, s'il était ainsi, qu'est-ce donc que j'ai fait? Je dois de mon courroux appréhender les fêtes. Oui, vous croyant sans fouet, j'ai pris pour ma vengeance le malheureux secours de mon obéissance. Et depuis un moment, mon cœur vient d'accepter un hymen que toujours j'ai lieu de rebuter. J'ai promis à mon père ce qui me désole, mais je le vois venir. Il me tiendra parole. Monsieur, vous me voyez en ce lieu de retour, brûlant des mêmes feux, et mon ardent amour verra comme je crois la promesse accomplie qui me donna l'espoir de l'hymen de Célie. Monsieur que je revois en ces lieux de retour, brûlant des mêmes feux et dont l'ardent amour verra que vous croyez la promesse accomplie qui vous donna l'espoir de l'hymen de Célie, très humble serviteur à votre seigneurie. Quoi? Monsieur, est-ce ainsi qu'on trahit mon espoir? Oui, monsieur, c'est ainsi que je fais mon devoir. Ma fille en suit les lois. Mon devoir m'intéresse, mon père, à dégager envers lui votre promesse. Est-ce répondre en fille à mes commandements? Tu te demandes bientôt de tes bons sentiments pour Valère tantôt, mais j'aperçois son père. Il vient assurément pour conclure l'affaire. Qui vous amène ici, seigneur Villebrequet? À ce secret important que j'ai su ce matin, qui rend absolument la parole donnée. Mon fils, votre fille, accepté l'hyménée, sous des liens cachés, trompant les yeux de tous, vit depuis 4 mois avec Lise en épouse. Et comme des parents, le bien et la naissance, m'ôte tout le pouvoir d'encasser l'alliance, je vous viens. Brisons-la. Si, sans votre congé, Valère, votre fils, ailleurs s'est engagé, je ne puis vous sceller que ma fille Célie, dès longtemps par moi-même, est promise à l'Élie, et que, riche en vertus, son retour aujourd'hui m'empêche d'agréer un autre époux que lui. Un tel choix me plaît fort. Et cette juste envie d'un bonheur éternel va couronner ma vie. Allons choisir le jour pour se donner la fouette. A-t-on mieux jamais cru cocu que moi? Vous voyez qu'en ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous bien, et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien.